Bienvenue du coup sur ce podcast Honneur, le tout premier. Je suis ravi de vous accueillir. Du coup, Honneur, nous, on est une société de gestion locative basée à Paris. On est présent dans une soixantaine de villes et on gère plusieurs centaines d'appartements à travers le territoire français. Donc, nos clients, ce sont les propriétaires qui détiennent à minima un investissement locatif. Et nous, on travaille sur différentes typologies de segments. Du coup, le résidentiel, le bureau et le commerce. Euh, Honor, on a deux piliers très forts. Le premier, c'est la gestion locative en ligne. Du coup, on a digitalisé un certain nombre de process pour fluidifier les processus de location et de gestion des biens de nos propriétaires. Et le deuxième pilier, qui est un pilier plus focus sur le conseil, où là, on va accompagner nos propriétaires dans leur stratégie patrimoniale immobilière. Ça peut être par exemple lié à la fiscalité, aux financiers de type renégociation des assurances ou encore des travaux liés à l'amélioration de la performance énergétique des logements. Donc, Honor a été créé en 2021, mais on a vraiment lancé le site en juillet 2022 après des développements informatiques et techniques avec notre troisième associé François. Et on est une équipe d'une dizaine de personnes expérimentées avec des profils divers et variés. J'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir juste après. Donc moi je suis Lucas, je suis également cofondateur de Honor. Ce qui est important dans ce que vient de dire Thomas, et on peut le souligner, c'est un petit peu la genèse du projet, c'est comment Honor a été créé. Thomas a donné quelques dates, mais l'idée derrière Honor, c'est vraiment de dépoussiérer un secteur qui était un petit peu vieillissant. Je pense que Tom, tu es d'accord avec moi, Ouais. qui nécessitait certaines améliorations. L'idée, c'était pas de disrupter un marché radicalement. C'était simplement d'y apporter des choses, justement, comme le dit Thomas, mais fluidifier le process, apporter une expérience qui soit complètement novatrice pour un client, et en y incorporant finalement un petit peu de tech. Alors, on ne fait pas de la deep tech, on fait de la tech, et de la tech quand même dans l'immobilier, et notamment dans la gestion locative, il y a de quoi faire. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré par la suite de notre CTO qui est François. C'est justement pour nous accompagner sur ces projets tech. Euh, Cette tech, elle a évidemment une valeur importante pour nous, mais on y reviendra sûrement plus tard dans le podcast. Le côté humain dans l'immobilier reste quand même la priorité pour nous aussi. Donc nous, chez Honor, contrairement à certains aussi, peut-être qui sont 100% digitaux, on a une volonté de garder ce côté humain, de faire des visites physiques, d'avoir des équipes dédiées, des équipes locales qui se rendent sur les immeubles, sur les appartements, qui visitent, qui récupèrent des clés, enfin tous ces sujets logistiques qui sont importants et qui pour finalement jamais être remplacés par de la tech. Donc ça, c'est important de le souligner. Et je voulais le dire. Et peut-être que maintenant, on peut parler un petit peu de notre rencontre, Ouais, Tom, la genèse et tout ça. la genèse du projet et peut-être des différentes étapes de notre rencontre à l'idée honneur, au MVP qu'on a pu faire et en passant par une levée de fonds, une première levée de fonds et ce qui s'est passé derrière. Du coup, nous, on s'est rencontrés en 2014. Je Ouais, je t'en veux suis un pas petit très peu. bon sur, je suis Ouais, pas je t'en très veux bon un sur petit les peu, dates. c'était 2013, mais c'est pas 2013, ok, grave. un Voilà, an ça près, fait ok, je suffisamment prends. longtemps. Et du coup, on travaillait dans le brokerage de bureaux à Paris tous les deux. Et il se trouve que moi, j'ai emprunté un chemin professionnel et que Lucas, toi, tu as continué ton parcours dans ce milieu-là de l'immobilier de bureau. Et moi, je travaillais pour un fonds d'investissement dans lequel je faisais de l'asset management pour des actifs tertiaires de type commerce. Et à côté de ça, j'avais un petit peu un side business dans lequel je faisais que de la transaction, vente d'appartements. J'en faisais deux, trois par an, ça me contentait, etc. Et il se trouve qu'un jour, il y a un propriétaire qui m'a dit écoutez, moi, je veux bien vous acheter cet appartement, mais j'en ai d'autres par ailleurs. Du coup, j'ai bien accroché avec votre discours, avec votre façon de travailler. Et si vous voulez
que je vous achète cet appartement, à ce moment-là, je veux aussi vous confier tous les biens que j'ai par ailleurs. Et du coup, là, s'en est suivi un petit peu le développement de l'idée, on va dire. Et du coup, on a monté cette entreprise avec pour idée de base de apporter plus de conseils aux propriétaires, apporter plus de services, de digitaliser un certain nombre de processus dans un domaine qui est parfois trop poussiéreux. Et au début, je voulais le faire plutôt tranquille de mon côté, etc. Et puis les discussions ont fait qu'avec toi, on a commencé à se lancer dans un projet un peu plus ambitieux. Et on a lancé Honor comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, on a fait comme beaucoup d'entrepreneurs, on a commencé à lever un petit peu de dette à la banque pour lancer notre MVP, donc le Minimum Valuable Product, qui nous a permis ensuite de tester un petit peu le concept auprès de nos clients. Et surtout d'attirer, parce que c'est très important, un CTO qui lui aurait une base à développer pour l'avenir. Donc ça s'est fait comme ça. Et, euh, et C'est intéressant ce que tu dis juste sur la partie attirer un CTO, mm, parce que c'est un peu l'enjeu des jeunes, pardon, des jeunes structures, des jeunes sociétés, d'attirer un CTO dont les boîtes ont besoin, avec finalement pas grand-chose, juste une idée, un MVP. En l'occurrence, nous, c'est ce qu'on a pu faire. Et je pense que c'est ce MVP aussi qui a pu faire en sorte que François soit intégré au projet et prenne vraiment avec l'idée et la vision où on voulait aller. Donc ça, c'est plutôt ouais, intéressant. Et je complètement. pense que c'est ce qui nous a aussi permis de constituer une équipe pour la suite. Ouais, complètement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, François, il a continué à développer la partie technique de cette base, qui était légère, on va le dire, mais qui prenait sens avec son nom MVP. Et ensuite, on s'est lancé dans une levée de fonds de type BSAR, donc c'est-à-dire que c'est des investisseurs qui parient en quelque sorte sur le développement de la structure et une levée de fonds future. Et du coup, on a levé plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette levée de fonds qui nous ont permis de nous développer. Donc, de nous développer comment? De tester des stratégies d'acquisition, de tester, du coup, de développer bien entendu l'outil, de recruter des équipes et de faire vivre cette aventure Honor. Donc, en gros, ça a commencé comme ça, mais le vrai lancement du site, il a eu lieu en réalité très récemment. C'était en juillet 2022. Donc, à l'échelle, on va dire, immobilière, on parle toujours de temps long, voilà, nous, on peut dire on est vraiment une jeune pousse de l'immobilier. Donc, mais malgré ça, euh, on a réussi, euh, on a réussi à avoir plusieurs centaines de biens de manière plutôt très rapide, contrairement à une agence dite traditionnelle. Une agence dite traditionnelle, il faut se dire que dans sa zone de chalandise, avec le passage client qu'il peut y avoir, etc., avec les interactions qu'elle a avec les propriétaires sur son secteur, elle va rentrer entre 20, 30, 40, 50 lots par an. Voilà, Ouais, moi j'avais entendu dire 30 lots par an, c'est bien. c'est bingo, quoi. Si en C'est une plus année c'est pas son record. activité principale, c'est super. Ouais. Il se trouve que nous, voilà, on en a rentré plusieurs centaines en un an et demi. Donc c'est super. Et en fait, peut-être que là, on peut dire comment on a fait. Euh, alors, on a fait des trucs bien, on Mm, a fait des trucs moins bien. mm. Les trucs bien, c'était... Enfin, d'abord, les trucs moins bien, plutôt. Ouais, C'était... chronologiquement, tout simplement, chronologiquement, hein, ouais, on a mais testé des choses ouais. avec une stratégie de départ qui était du SEA, donc de la publicité, du SEO, des choses comme ça. ROI, pas fou, mais ça nous a permis de nous tester sur nos process. ROI pas fou parce que le problème, je précise juste pour le podcast, mais le problème de ces stratégies d'acquisition, c'est qu'on paye souvent beaucoup, ça coûte cher évidemment, et au-delà de ça, on ne sait pas ce qu'on ramasse, entre guillemets. Donc, pour prendre un peu nos exemples chez Honor, on avait des gens qui nous appelaient pour des cabinets médicaux.
pour je sais plus quoi, pour des assurances, des choses comme ça. Et c'était donc des leads qui étaient absolument pas qualifiés et qui pourtant nous coûtaient un bras. Exactement. Donc ça, c'était vraiment problématique et il fallait trouver une solution. Je te laisse poursuivre. Du coup, cette solution, on s'est un peu creusé la tête. Moi, je venais d'un milieu de la SCPI. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. Donc, c'est des sociétés qui lèvent de l'argent auprès de particuliers et qui l'investissent dans l'immobilier. Et comment ils font? Eh ben, en réalité, ils tissent des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, notamment, à travers tout le territoire national, qui leur font remonter cette collecte pour ensuite acheter des actifs immobiliers. Et du coup, nous, on s'est inspiré de cette stratégie-là pour tisser des partenariats avec des acteurs stratégiques qui sont en lien de près ou de loin avec des investisseurs immobiliers et notamment des particuliers. C'est comme ça qu'on a commencé. Et du coup, ces partenaires-là, on a signé des contrats et ils nous envoient de manière, pour certains très régulière et puis d'autres plus ponctuelles, des leads qualifiés avec qui ils sont déjà en contact pour leur présenter la solution Honor. Et du coup, nous, on les onboard sur leur projet immobilier. C'est le terme assez barbare qu'on utilise, B2B2C. On B2B2C. n'en peut plus. On a Ouais. dette OC et on fait B2B2C. Mais bon, donc c'est logiquement ça et c'est effectivement notre stratégie qui a été aujourd'hui payante et gagnante, qui nous a coûté quand même beaucoup moins d'argent et en même temps qui nous permettait d'avoir des leads qui étaient très qualifiés. Et j'enchaîne un petit peu sur ce sujet-là en disant que 2024, un contexte de marché qui est un petit peu compliqué, on le sait, sur l'immobilier, le fait de s'adosser à des partenaires, sans forcément les citer, mais on sait ce qui s'est passé dans l'actualité récemment sur la PropTech, le fait de s'adosser avec des partenaires pour de l'acquisition, est-ce que c'est risqué ? Est-ce que c'est aujourd'hui un pari qui n'est plus payant parce que ces gens-là n'ont plus le lead eux-mêmes ? Comment toi, tu vois les choses ? Il faut une stratégie qu'on appelle un peu multicanal. C'est-à-dire que si on a tendance à trop se focus sur, je dis n'importe quoi, un gros pourvoyeur de leads et que celui-ci tangue, à ce moment-ci, toi qui es trop adossé au risque par rapport au flux qu'il t'apporte, tu vas tanguer et tu vas mourir. Donc en fait, Le fameux dicton de Warren Buffett de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. exactement. Voilà. Donc et comme on Warren diversifie, conseille d'ailleurs. voilà, exactement. Comme on diversifie un portefeuille d'actifs, nous on doit diversifier en quelque sorte notre portefeuille d'apporteurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est attaqué à différents segments de marché. Donc, tu as les CGP, tu as les assureurs, tu as les gens spécialisés dans l'investissement locatif, tu as les gens qui font des travaux, les architectes, tous ceux, les courtiers, peut-être que je l'ai dit, les assureurs, donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont des clients de type propriétaire investisseur. Et si on a tendance à, je dis n'importe quoi, demain je signe avec un très gros promoteur national et que lui m'apporte tous les leads, ça aurait été une bêtise, notamment compte tenu de la situation par exemple du marché de la promotion en ce moment qui est complètement au ralenti, avec des sociétés qui prévoient des plans de réduction de leurs effectifs. On a vu, Nexity, voilà, par exemple, Nexity. tu as lu ça. Ouais. Donc voilà, donc nous, on essaie d'avoir une stratégie multicanal, diffuse et vraiment éclatée pour minimiser en quelque sorte le risque. Ok, donc ça ne veut pas dire que le SEA, bon évidemment je pose la question mais j'ai la réponse, mais que le SEA est complètement écarté de la stratégie d'honneur. Ça veut juste dire qu'il est un petit peu peut-être reporté et qu'en attendant il y a des stratégies qui sont plus payantes et plus pertinentes malgré un contexte de marché qui est parfois compliqué, notamment en 2024 et qu'on espère meilleur en 2025. Moi j'ai discuté avec des concurrents à nous qui eux ont une strate focus 100% SEA par exemple, depuis le départ. Mais c'est à coût de 40 50 000 euros par mois avec la concurrence qu'on connaît sur ce segment qui est ultra concurrentiel dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, et c'est une guideline qu'il faut vraiment qu'on ait quand on est entrepreneur, quel que soit son segment d'activité, c'est aller chercher une forme de rentabilité, aller chercher une forme d'équilibre bilanciel ou de trésorerie pour être pérenne et pouvoir continuer à se développer.
Si on avait adopté une stratégie trop burn cash, comme certains le font, etc., alors on se serait retrouvé dans une situation difficile. Et on en a connu là très récemment de gros acteurs qui ont levé des dizaines de millions d'euros et qui sont soit sous plan de sauvegarde, soit en liquidation judiciaire. Mm. Donc nous, c'était pas l'idée. Non. L'idée, c'était de continuer à développer la boîte. Et c'est dans ce contexte-là qu'on on a eu cette stratégie. On a divisé par 6 notre coût d'acquisition client en réalité. Du coup, bah, la gestion locative aujourd'hui, c'est chaud. Mais c'est le meilleur business qui existe dans l'immobilier. C'est chaud pourquoi personne ou très peu de gens s'intéressent, on va dire, aux métiers difficiles de type syndic, gestion locative. Pourquoi? Parce que l'image, c'est la gestion locative, je vais gérer des problèmes. C'est que ça, c'est gérer des problèmes. Je vais gérer des problèmes. Personne t'appelle si tout va bien. Bien Les sûr, gens t'appellent quand tout va mal. Donc exactement. évidemment que le quotidien, c'est gérer les problèmes. Donc on gère des problèmes, on va pas se mentir. On gère des problèmes de sinistres, ça va de la fuite d'eau aux problèmes de voisinage, etc. On gère des problèmes de loyer liés au recouvrement. On gère des problèmes fiscaux. On gère les relations avec le syndic. On peut gérer les problèmes humains, en réalité beaucoup des occupants. Donc oui, la gestion, c'est en fait pas gérer des problèmes, c'est savoir gérer des problèmes. Mm. Et les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils se disent ah là là, c'est la galère. Je salue les gens qui font du syndic parce que eux aussi, ils ont, on va dire, beaucoup de sujets à régler. En revanche, pourquoi c'est un super business et que c'est une erreur de ne pas aller sur ce segment-là quand on travaille dans l'immobilier, c'est que c'est l'un des seuls où il y a une forme de recurring dans tes revenus. C'est-à-dire que pour ceux qui, je pense que la plupart le savent, mais en gros, nous, comment on est rémunéré, c'est qu'on prélève sur les loyers un pourcentage lié à l'activité de gestion qu'on a au quotidien. On pourra peut-être y revenir ultérieurement. Et du coup, cette gestion locative, elle est pérenne dans le sens où il y a un récurrent. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de la location en one-shot ou de la vente en one-shot, donc la transaction pure. Nous, on a la chance d'avoir ce volet et gestion et location. Donc le récurrent et le bonus. Et adossé à ça, chez Honor, on a des services complémentaires qu'on monétise et pour le compte de nos bailleurs qui sont intéressants d'un point de vue notamment financier, parce qu'on a des coûts compétitifs, mais surtout d'un point de vue pratique. Parce que, par exemple, en termes de fiscalité, quand le bailleur il a un appartement en bail meublé, une fois par an, il doit faire sa déclaration fiscale. Et là, c'est souvent panique générale. Est-ce que je suis microbique? Est-ce que je suis au réel? Enfin bref, personne ne comprend rien. Et nous, on est là justement pour les accompagner dans cette démarche et s'occuper des démarches pour leur compte. Pourquoi? Parce que nous, en réalité, on est les mieux placés dans le cycle de vie du bien. Puisqu'on l'a de la genèse à sa sortie quand le propriétaire le vend. Et du coup, pour gérer la compta, la fiscale, etc., c'est super facile pour nous. Et voilà, donc la gestion, c'est savoir gérer des problèmes et les résoudre surtout. Et tout ça ne se fait pas effectivement dans un bazar général. Il faut que ça soit très carré au quotidien dans l'entreprise. Il faut qu'on ait des process, il faut que tout soit classé, il faut que la communication soit fluide, et, il faut que les interactions soient rapides avec les locataires, avec les bailleurs. Il faut tout un tas d'outils ou de process qui nous permettent de fluidifier ces process de gestion. Et pourquoi il y a une mauvaise image? C'est assez facile. C'est que depuis des années, la gestion a une mauvaise image parce que on ne sait pas gérer les problèmes. Et on n'a pas utilisé les technos qui évoluent pour savoir les gérer.
On a des stratégies de communication qui peuvent être, comment dire, moins développées que chez nous. C'est-à-dire que nous, on est quand même très joignable. Les gens, c'est impossible qu'ils puissent pas nous contacter d'une manière ou d'une autre. Et là où chez d'autres acteurs, et c'est à mon avis un choix, ils font le choix de restreindre la communication pour se concentrer sur le cœur business. Nous, on a fait le choix de faire les deux, d'être transparent sur la communication et de se concentrer sur le cœur business. Donc la gestion, c'est pas facile, mais c'est hyper passionnant parce qu'en fait, ça touche tout le monde au quotidien. Nous, on est l'un des seuls domaines où on peut faire de l'assurance, on peut être en relation avec le syndic, on peut faire du droit des contrats, on peut faire de la finance, on peut faire de la comptabilité, IMO. Euh, Ça touche à tout. Et du coup, en ça, c'est hyper intéressant et pérenne. Oui, je rajouterais une chose, c'est que effectivement, mais tu l'as un peu souligné, c'est que le gestionnaire traditionnel, on va les appeler comme ça, ils souffrent un petit peu de leur réputation. Comme tu l'as dit, la gestion, c'est traiter des problèmes. Donc, c'est des gens à chaque fois qui t'appellent pour régler des problèmes. Si le problème n'est pas réglé, évidemment, tout de suite, ça devient très négatif, avis négatif, mon gestionnaire est nul, il est incapable, etc. Mais je pense que c'est surtout un problème de moyens et de ressources humaines pour ces gens-là. C'est-à-dire que, d'une part, comme tu l'as dit, il y a un manque de technologie évidente sur ce secteur-là. Dans l'immobilier en général, c'est en train un petit peu de se rattraper, mais dans la gestion locative également. Enfin, quand je parle de ces sujets technologiques, ça peut aller de la signature d'un mandat électronique. Juste cette phase-là qui paraît maintenant très simple, parce que tout le monde aujourd'hui est capable de signer des choses électroniquement, mais la signature du mandat de gestion électroniquement, le fait qu'il soit directement fait, comme par exemple chez Honor, via notre onboarding, en 5 minutes, puis envoyé au client pour signature, ça se fait pas dans les agences traditionnelles. Donc, tu es encore obligé de te déplacer, de perdre peut-être du temps, d'essayer de trouver un moment pour y aller, etc. etc. Après, il y a les autres sujets un peu plus tech, mais qui vont être dans tout le process de mise en location, par exemple, pour trouver un locataire, la mise en ligne des annonces. Chez Honor, on a créé des choses pour que les annonces soient mises très rapidement en ligne. J'imagine que dans une agence traditionnelle, c'est plus compliqué. La réception des clés, alors ça, c'est toujours le point un peu logistique crispant. Celui-ci, on n'arrivera pas à le remplacer par de la tech. Donc, il faudra toujours avoir quelqu'un. Bon, aujourd'hui, il y a des quasi connectés, des choses comme ça qui permettent quand même une meilleure implantation partout, mais il y aura toujours ces sujets logistiques qui nécessiteront de l'humain. Donc, pour répondre un petit peu à la question de quelles sont les difficultés de la gestion locative aujourd'hui, ça souffre de sa réputation. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, au contraire, c'est pas ça le sujet, c'est juste que c'est difficile d'être bon. Et au-delà de ça, c'est la technologie qui était un petit peu à la ramasse. Donc, nous, chez Honor, on essaye un petit peu de rattraper les choses, d'apporter du service de la technologie au service de l'humain, et pas l'inverse. Et en faisant ça, on essaie de satisfaire, aujourd'hui on pense l'avoir fait, mais un maximum de nos clients. Après, chez Honor, on a quand même une guideline depuis la création. Dans l'IMO, dans les startups, c'est souvent quand il y a une boîte qui se crée, qui est un peu dynamique, qui lève des fonds, ils viennent souvent taper sur les agences traditionnelles. On l'a vu, on va pas citer les noms, les pubs dans le métro, des choses comme ça. Des pubs un peu sadomaso, hein, c'est ça, C'est ça. ouais, on les a vus. On les a vus. Mais en fait, c'est mauvais. C'est mauvais parce que si les agences plus traditionnelles faisaient mal leur travail, elles n'existeraient plus depuis longtemps en réalité. Donc il faut quand même souligner que, on l'a dit en intro, l'immobilier c'est de l'humain. On a beau mettre toute la technologie qu'on veut, on ne pourra jamais remplacer le contact. Il y a des gens, ils sont réfractaires à un tas de choses. Euh, du coup, il faut quand même saluer le fait qu'il y ait des agences plus traditionnelles euh, qui ont, qui font du bon travail. Moi-même, mon gestionnaire de l'appartement où je vis, c'est une agence plus traditionnelle dans le 94, mais ils bossent super bien. Ils Ah sont oui, super bien complètement. notés et tout. Ça, faut pas le négliger. Et il faut jamais le négliger. Et en fait, ce que tu l'as dit, ce que tu disais, c'est que quoi qu'il arrive, ce que le client veut, c'est être satisfait de la prestation. Et si en plus chez Honor, nous on peut injecter un peu de techno, des interfaces sympas et un peu plus de services, c'est mieux.
Et après, tout va dépendre de l'appétence du bailleur à est-ce que je veux vraiment avoir une agence en bas de mon immeuble qui Ouais, va c'est ça. s'en occuper ou est-ce que je peux le faire de l'autre bout du Nous, monde pour pouvoir faire gérer mon bien. c'est vrai, hein, nous concrètement, des propriétaires, on va dire, je vais être un peu, je vais les stigmatiser, mais de plus de 65 ans, allez, 70 ans, finalement, c'est pas tellement notre cible parce qu'on a quand même vocation à avoir des gens qui ont un attrait, un appétit pour du digital, et qui savent ou qui sont intéressés en tout cas à se servir de dashboard, d'un ordinateur, enfin ces choses-là, d'une application. Et c'est vrai que d'autres sont très très satisfaits de leur agence du coin et aiment bien justement rencontrer en descendant de leur appartement l'agence du coin facilement et venir régulièrement les voir pour prendre des nouvelles de leur appartement. C'est vrai que c'est un autre concept et c'est pour ça que l'écosystème doit être avec des agences traditionnelles, mais pas que. Et justement, nous, je pense que chez Honor, on est venu un petit peu compléter euh, ce manque-là, parce qu'il y avait véritablement, je pense, un manque sur ce marché-là, sinon ce ne serait pas lancé comme on l'a fait. Et c'est vraiment en ça qu'on veut intervenir. On n'a pas vocation à disrupter, encore une fois, à remplacer qui que ce soit. L'idée, c'est juste d'apporter un service qui est nouveau, qui est innovant, qui va convenir à certaines typologies de clients. Et les autres, tant mieux, quoi. On continue de vivre avec. Exact. Ah si, on a une bonne quand même anecdote sur ce qui s'était passé dans un appartement à Marseille, je crois, hein. Ouais, à Marseille, on a eu un gros problème. En fait, on ne percevait plus les loyers Ouais, d'une occupante qui était là depuis des années en réalité. Et on a eu beaucoup de mal à. Alors, c'était un vieux bail, c'était pas nous qui l'avions signé, on avait récupéré le lot, c'était un peu compliqué, l'immeuble il était en mauvais état. Et, en fait, on a eu un appel du syndic qui nous a averti que il y avait des élèves nus bizarres dans l'appartement, que la porte d'entrée, il y avait un trou dans la porte d'entrée, on voyait à l'intérieur de l'appartement, etc. Donc c'était un petit 2 pièces. Et on a eu du mal à retrouver la locataire, mais en fait, on n'a jamais pu communiquer avec elle. Il y a sa fille qui a pris contact avec nous, parce qu'en fait, c'était sa mère, et qu'elle était partie en prison quoi, pour des faits enfin des délits majeurs commis au sein de l'immeuble et en dehors. Et du coup, comment on gère une situation critique comme ça, c'est hyper compliqué. Donc, pour l'anecdote aussi, il faut le savoir, si vous avez un locataire qui va en prison, le bail reste actif, il reste redevable des loyers. ah, Ok. ça c'est flash info, ça c'était important de le Voilà, dire. c'est Vous très rare, mais ça restez m'arrive. responsable de votre bail, même si vous allez en prison. N'allez pas en Ouais. prison, Donc ne ça sert signez à pas rien. n'importe quoi. Faut rester Et titulaire. du coup, voilà, c'est ce genre de situation hyper critique qu'il faut savoir gérer. Et parce que le bailleur, lui, il a toujours son crédit qui court et il a plus de loyer qui rentre. Il n'avait pas de garantie loyer impayé. Donc, gros problème. Et là, bah, ça se gère. Franchement, moi, je suis le partisan de l'amiable, hein. Donc, il faut le gérer au maximum à l'amiable le sujet pour signer des protocoles de sortie, pour rompre le bail avec anticipation, pour faire le propriétaire parfois. Là, dans ce cas-là, jamais il aurait récupéré ses loyers. Donc, est-ce qu'il est prêt à faire un abandon de loyer de 1 mois ou 2 pour apaiser la situation et repartir sur des basses? Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'il faut pas savoir purger de manière efficace pour tout le monde, quoi. Parce que évidemment que la fille n'a pas envie de payer le bail de sa mère, que la mère, bah, c'est mort, et que le propriétaire, lui, il veut qu'une chose, c'est qu'il y ait un nouvel occupant qui rentre dans l'appartement. Donc ça c'est typiquement une situation hyper critique qu'on a dû gérer et qu'on a su gérer. Ça, c'est plutôt le volet client, et on a aussi le volet partenaire, on en a parlé un peu tout Hmm. à l'heure, où on a signé, nous on était pressés, quand on a lancé de cette stratégie de partenaire, on était pressés pardon, de signer avec des partenaires. Et la précipitation, ça fait toujours faire des bêtises. Et il se trouve que on avait négocié nos tarifs à la baisse. On était prêt à faire des sacrifices sur nos process. Euh, et on ne savait pas non plus quelle typologie d'actifs en réalité on allait récupérer. Bêtise. On a récupéré des actifs dégradés, on va dire, avec des problèmes
structurels, hein, donc des immeubles pas fous, et souvent des monopropriétés, des occupants compliqués, à gérer, Injoignable, injoignables, ou qui n'ont pas de mauvais coordonnées, payeur. ou voilà, mauvais payeurs, ce genre de sujet-là. Et en plus, on faisait ça, franchement, c'était limite à titre gratuit, tellement Oui. c'était des zonos qui étaient faibles en réalité. Et bon, ce partenariat s'est terminé et je pense que c'était mieux pour les deux parties parce que ça collait pas. Et nous, c'était pas notre typologie en réalité d'actifs on s'en est rendu compte quelques semaines après que on avait tendance à aller sur des actifs un peu plus milieu haut de gamme dans les grandes agglos, et moins de la monopropriété en région, mais vraiment dans des petites villes. C'est trop compliqué et il y a trop de friction opérationnelle en fait. C'est un peu le piège des jeunes sociétés, hein, ça, de se précipiter, comme tu l'as dit, de stresser ou d'être pressé de faire des partenaires ou en tout cas de signer un partenariat, peu importe les conditions derrière, et du coup de changer un petit peu son ADN, son process, qui est finalement tout nouveau, mais qui quand même commence à se solidifier, et du coup se retrouver avec des problèmes. Donc si on peut faire un petit retour d'expérience là-dessus, c'est ne pas se précipiter, se séparer rapidement d'un partenaire qui peut être problématique pour pouvoir mieux se développer rapidement et le plus rapidement possible. Et ça, c'est un petit peu la clé, et c'est vraiment une leçon qu'on a retenue, nous, chez Honor, avec ce partenaire-là, mais voilà, entre autres, parmi d'autres leçons dont on parlera peut-être plus Ouais, je prenais tout à l'exemple il n'y a l'heure. pas longtemps de quand vous êtes salarié et que vous passez un entretien d'embauche et qu'on vous dit c'est quoi vos prétentions salariales. Et en fait, vous ne savez pas trop quoi dire, mais il faut vous dire que vous avez une valeur de par votre expérience, de par vos diplômes, de par les cas que vous avez pu étudier tout au cours de votre carrière. Et du coup, il ne faut pas avoir peur, en quelque sorte, de dire ma valeur est X. Et quand on est une entreprise, c'est pareil. On a une certaine expertise, on a un certain niveau de service, et en fait, faire que du bas coût, c'est parfois piège. Et du coup, on se dit, bah voilà, mon service, en réalité, je suis certain de moi, enfin, je suis sûr de moi, il vaut X euros par Mm, mois ou mm. X pourcentage sur le loyer par mois. Et du coup, comme tu disais, la bêtise, c'est de se dire, allez, je fais un peu de low cost parce que j'ai absolument besoin de flux. Et en réalité, le temps qu'on va perdre à gérer ce genre de cas-là, Ouais, c'est pas ouais, du temps qu'on va consacrer à l'acquisition de nouveaux business. ouais, Et c'est du ça. coup, c'est de l'argent qu'on perd en réalité. Ouais. Donc, Et, et surtout, ouais, tu l'as dit, c'est quand tout va bien, finalement, tu peux payer en low cost, tout va bien, t'as pas de sujet, donc ça va. Mais dès que tu as un petit peu de friction et qu'en plus de ça, tu vois que tu as été dans un deal un peu sous-payé ou pas assez par rapport au travail effectué, ben voilà, finalement, c'est problématique, et voilà, tu as des actions à faire avec ce partenaire-là. Et en l'occurrence, nous, on a dû trouver un autre chemin, et c'est pas grave. Et je pense que pour lui non plus, ça l'est pas. Et c'est tant mieux comme ça aujourd'hui, yes. sans amertume. Je reviens un petit peu sur le sujet d'Honneur et sur la genèse du projet, révolutionner un petit peu la gestion locative, dépoussiérer et créer des choses innovantes. On en a parlé un peu plus tôt, on a fait MVP, un super nom, et pour autant on n'a pas parlé encore, on n'a pas donné le secret du MVP, mais concrètement c'était de créer une analyse financière, c'est ça, qui était dédiée à nos clients investisseurs propriétaires, et sur laquelle ils peuvent arbitrer tout un tas de décisions liées à leur patrimoine, sur la rentabilité, sur leur cash flow, etc., etc. Et on a poussé un petit peu la chose suite à ce MVP, en l'intégrant évidemment dans nos interfaces propriétaires. Donc aujourd'hui, tous les propriétaires de Honor ont accès à cette analyse, mais pas que. Donc cette analyse, elle permet d'avoir un bilan sous forme un petit peu de dashboard et de graphes de son patrimoine. Et elle permet aussi d'intervenir sur son assurance, donc renégocier son assurance, renégocier son crédit, être mis en relation avec un architecte, être mis en relation avec un conseiller pour des questions fiscales. Enfin, toutes ces choses-là. Et l'idée un petit peu de Honor, c'était comment un propriétaire, depuis son interface, peut intervenir un peu à 360 degrés, pardon,
sur son patrimoine. Comment il peut, sans avoir à se déplacer chez un courtier, sans avoir à se déplacer chez un assureur, etc., avoir accès à tout ça depuis une seule et même interface. Et aujourd'hui, et je suis sûr de moi, mais on est les seuls à proposer ce service-là, ou c'est en tout cas ce degré de service en tant que gestionnaire. Et tu l'as dit tout à l'heure, un gestionnaire, c'est le point d'entrée finalement de tout ça. Et c'est le mieux placé pour répondre à toutes ces questions-là. Alors évidemment, nos partenaires vont peut-être avoir un petit peu peur en entendant ça, mais on s'appuie sur des partenaires sur le volet assurance, on s'appuie sur des partenaires sur le volet courtier, prêt immobilier, on ne fait pas tout en interne. Parce qu'encore une fois, moi je suis partisan de chacun son métier et soyons spécialistes d'eux. Mais grâce à tout ce réseau de partenaires, on a créé quand même une galaxie de services qui est complètement inédite sur ce marché-là, à des prix qui sont ultra attractifs. Donc le volet tech, il est important chez nous. On est en perpétuelle réflexion, développement de nouveaux sujets tech. On sait qu'en ce moment, l'IA fonctionne très bien, en tout cas à le vent en poupe. Donc on est en train d'essayer d'incorporer pas mal d'IA dans notre process, mais pas que. Voilà, c'est tous ces chantiers-là qu'on essaye de mettre à plat pour créer vraiment pour être un peu le référent tech, innovation, mais également humain, comme je le disais précédemment, de la gestion locative. Ouais, l'idée, c'est de centraliser un peu tout ce dont a besoin un propriétaire pour gérer son bien sur une seule et même interface, quoi. Mm. Et peut-être si on rentre un peu dans le détail, aujourd'hui, quand on est propriétaire, c'est difficile de savoir si on gagne ou si on perd de l'argent, par exemple, tous les mois sur son patrimoine. Ouais, c'est ça, à Et l'euro près. à l'euro près. Ouais. Et chez Honor, c'est possible. C'est possible parce que on a un système déjà parce qu'on gère la compta IMO, parce qu'on a des informations liées au crédit, ce genre de choses. Et du coup, on est capable de dire votre cash flow mensuel, il est positif ou il est négatif. Ouais, c'est ça. Le positif négatif est intéressant. C'est-à-dire que tu as même des gens qui sont propriétaires qui ne savent même pas s'ils gagnent ou ils Non, ils perdent. savent pas. En fait, à la limite, tu te dis, bon, j'ai un investissement, je gagne, mais je ne Mm. sais pas exactement combien à l'euro près. Bon, à la Parce qu'en limite, ça plus, au va. cours de l'année, tu vois, il y a des travaux, tu peux C'est avoir un ça. peu de vacances locatives. Donc, tu as des mecs, en fait, euh, ils sont dans la nuit complet, voilà, dans le noir, et ça se trouve, ils sont en train de creuser un trou exactement. financier énorme. On ne sait pas s'ils savent même pas si leur placement IMO, en fait, parce que on parle toujours, ouais, il faut une renta nette, une renta brute, Ouais. une renta nette. On entend plein de trucs comme ça, hyper compliqués. Mais ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce que ça génère du cash? Est-ce que ton cash flow il est bon? Est-ce que un autre exemple qu'on a mis en place, c'est que on a développé un algorithme de Monte Carlo, donc ça simule plus de 5000 scénarios sur la stratégie de sortie du prix de vente du bien du bailleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous vendez dans 10 ans, est-ce que vous allez faire une plus-value? À combien? Ou pas? Et en gros, c'est pour lui la manière d'avoir les meilleurs arbitrages possibles sur son actif pour savoir est-ce que je conserve, est-ce que je liquide ou est-ce que je le fais progresser? Est-ce que je fais des travaux? Est-ce que je renégocie mon crédit? Ce genre de choses. Donc voilà, nous, on lui donne les clés qui lui permettent de prendre les meilleures décisions sur son patrimoine. Et parce que évidemment que tous les placements ne sont pas excellents. Et peut-être qu'à un moment, quand tu arrives dans la vie du bien, tu te dis, j'ai un autre projet, en fait, je me rends compte c'est un boulet, je m'en sépare, ou alors au contraire, c'est un super truc, je le conserve et même je l'améliore. Voilà, chacun sa strate. Ce qui est certain, c'est que nous, on est là pour leur dire, elle est bonne ou elle est mauvaise. Ouais, donc à t'entendre, et encore une fois, en étant persuadé du sujet, on est vraiment. On s'est un petit peu plus positionné comme des conseillers, finalement. On est vraiment plus dans le conseil en gestion de patrimoine que juste en gestion immobilière, que finalement de simples gestionnaires locatifs. Et c'est pas pour dénigrer le métier de gestionnaire locatif. Encore une fois, les traditionnels ont beaucoup de tâches à faire, beaucoup de choses. Et ils n'ont peut-être pas le temps, justement, de prendre le temps au travers de graphes et de ces choses-là, de conseiller au mieux leurs clients. Mais nous, encore une fois, on se positionne un petit peu entre deux. Et en plus de la gestion classique, on aime prodiguer tout un tas de conseils, comme tu l'as dit, se positionner en tant que tel, et que nos clients nous fassent confiance et surtout nous considèrent comme leurs référents en ce qui concerne leur patrimoine immobilier. Oui, c'est ça. Donc voilà, interface ultra complète. Évidemment qu'il y a plein de sujets nouveaux et à venir.
la rénovation énergétique, Ouais. donc tout ce qui est lié au DPE. Probablement, il va y avoir des évolutions de marché qui vont faire que là, on voit qu'il y a un petit fléchissement des taux qui commence. Est-ce que ça va s'opérer dans le temps? Est-ce que ceux qui sont en train d'acheter aujourd'hui vont vouloir renégocier leur crédit dans les 3 5 ans qui viennent? Donc, euh, plein de sujets, toujours plein de développement à faire. Nous, l'idée, c'est qu'on fournisse le maximum d'infos. Il y a des gens qui nous ont dit plusieurs fois, vous êtes un peu le Finari de l'immobilier, quoi. C'est-à-dire que vous prodiguez, enfin, vous mettez à disposition un certain nombre d'informations pour que la personne puisse prendre ses meilleurs arbitrages. Ben, nous, c'est exactement ça, sauf que on est très focus sur le segment patrimonial immobilier. Finari, je précise, c'est un agrégateur qui va agréger en fait tous vos comptes bancaires, vos cryptos si vous en avez, vos appartements, vos crédits en cours, etc. Et faire une sorte de dashboard sur le bilan de votre santé financière, un peu, de façon un peu vulgaire, mais c'est à peu près ça. Et c'est un super outil. Alors moi, j'aime bien, mes potes me disent toujours, Thomas, tu es un peu le early adopter des dernières solutions techno et j'aime bien. Donc je connais pas mal de sujets, mais je suis pas allé dans tout. Je connais un peu les cryptos, je connais un peu les NFT, mais je suis pas allé. Et là, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Alors, déjà, il faut juste remettre dans le contexte intelligence artificielle et intelligence artificielle. Donc, il y a les gros mastodontes qui sont en train de sortir, qui développent leur système, et un peu grand public. Et il y a ceux qui vont arriver et qui vont faire du spécifique. Ça peut être dans la legal tech, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans un tas de sujets comme ça. Et forcément, il va y en avoir dans l'immobilier. Du coup, l'IA et la gestion, parce que c'est là où on est aujourd'hui, forcément, il va y avoir des applicatifs. Les applicatifs, ils vont permettre quoi? Ils vont permettre d'accélérer certains process, ils vont permettre de traiter plus efficacement des sujets, ils vont permettre de remplacer certaines tâches, c'est certain. En revanche, et je pense que là on est tous d'accord pour le dire, jamais ils vont aller traiter une fuite d'eau, jamais ils vont appeler un locataire pour, euh, pour traiter un impayé, Quoique. quoique parce que je fais une petite parenthèse, mais hier il y a eu un très gros décrochage en bourse d'une société spécialisée dans les centres d'appel téléphoniques parce qu'il y a une IA qui est sortie et qui va appeler en masse des gens à la place des téléconseillers par téléphone. Mhm. Donc pourquoi pas? En fait, il y a plein d'idées. Mais entre l'idée et l'exécution, déjà, il y a souvent un fossé. Et ensuite, il faut y aller par itération. C'est-à-dire que, est-ce que les gens qui passent par un gestionnaire locatif aujourd'hui, ils ont envie que ce soit une IA qui gère leurs problèmes? Je suis pas sûr, je suis pas certain. Par contre, d'un point de vue métier, est-ce que toi, en tant que gestionnaire locatif, tu n'as pas envie d'avoir des outils ou des méthodes qui te permettent de gagner efficacement du temps dans tes tâches au quotidien? Là, je suis un peu plus convaincu. Ouais, c'est plus l'utilisation de l'IA sous couvert d'anonymat Ouais, en interne. voilà, pour de l'interne et Mm, le propriétaire lui offrir la meilleure expérience possible, la meilleure réactivité possible. mm. Et s'il y a de l'IA dans tout ça, et on parle un petit peu en connaissance de cause chez Honor, Mm. bah, tant mieux. Enfin, c'est plutôt une bonne chose. Alors nous, on a un peu d'IA, hein, faut le savoir. Oui, c'est pour ça que je te dis, on On a parle un petit une peu. brique, on peut la donner, Mm. c'est rien de secret. C'est que on collecte les données des biens, l'étage, la situation géographique, la typologie du bien, du type est-ce que c'est un 4 pièces, le chauffage, etc. Et en fonction, on est connecté avec une IA qui nous génère l'annonce. Mais elle est forcément relue derrière par une personne C'est ça. avant d'être publiée. Mhm. Voilà, faut être très clair. Et du coup, ça nous fait gagner du temps. Mais en fait, les applications, elles sont. Enfin, on peut en faire des dizaines. Euh, On parlera probablement dans un prochain podcast d'autres chantiers qui sont en exactement. cours Donc, avec et de il y a. l'IA. Alors, nous, on a été approchés par des sociétés qui font de l'IA dans l'IMO. On a eu des acteurs qui ont tenté de nous vendre des solutions et tout. Euh, Moi, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt, bien qu'il faille continuer à creuser le sujet. Je pense que c'est trop tôt de se dire ah ouais, ça va révolutionner notre métier. Mhm.
En revanche, s'intéresser au sujet, le prendre sur des thèmes spécifiques et dans un unique but, c'est-à-dire d'être plus efficace, c'est OK. Si c'est juste pour tester des trucs et c'est juste de faire le malin parce que ça met le mot IA et que c'est super Ouais, cool de et que surfer sur l'actualité ouais, débile de c'est l'IA, pas intéressant. comme l'a été le métaverse Voilà, comme tu avant vois, l'IA. on se Et voyait tous avec des énormes lunettes voilà, il y avait déjà des assis. agences qui étaient dans le En fait, métaverse. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. moi non plus. Je les salue Donc, également. oui, bonjour à ceux qui font de l'IA enfin, du métaverse dans l'IMO, De mais l'IA dans le métaverse, ça ah sera oui, encore ça plus aussi. poussé. Ça doit exister, hein. Et du coup, non, moi je pense qu'il y a un sujet. Mm. Il y a un sujet. Moi, par exemple, je ne croyais pas du tout à NFT et j'y crois pas du tout. Je pense qu'on l'a vu, hein. Par contre, j'ai une appétence, par exemple, pour la crypto. Et l'IA dans l'IMO, j'y crois aussi. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Nous, on est en train de développer des sujets en interne, évidemment. Mais toujours dans un souci de nous améliorer. Mais je suis convaincu que demain, on dit à un propriétaire, est-ce que vous voulez, peut-être que ça changera, mais est-ce que vous voulez que ce soit une IA qui vous réponde au téléphone ou qui gère vos problèmes? Je suis pas sûr. Ouais, ouais. À voir. Non, non, mais encore une fois, À voir. on verra et ça va dépendre des gens et de comment les gens vont être habitués à l'IA comment l'IA va s'intégrer dans notre vie de tous les jours et donc, in fine, dans l'immobilier, etc. etc. Et les gens seront peut-être plus à l'aise quand ils auront parlé au téléphone à quelques IA, ils auront vu quelques IA virtuelles, j'en sais rien, à ce qu'une IA réponde à leurs questions de comptabilité, par exemple Par exemple. ou autre dans la gestion immobilière. Enfin, voilà, tout est assez pragmatique, mais il va falloir un petit peu de temps que Ouais. les gens s'habituent. Nous, les locataires, évidemment, quand ils nous contactent, souvent c'est qu'il y a un problème. Sinon, ils ne nous contactent pas. Et quand on lance un produit, c'est essentiel d'avoir du feedback. Si tu n'as pas de feedback, tu peux pas t'améliorer et du coup, tu fais pas évoluer tes processus métiers, etc. Et évidemment, le meilleur feedback qu'on a, nous, au quotidien, c'est les occupants des appartements. Donc, ça va de la mise en loc jusqu'à la gestion quotidienne. Sur la mise en loc, donc la mise en location, on a des locataires qui nous ont fait des remarques, justifiées ou non, après c'est à nous de les interpréter, pour améliorer nos process. Est-ce que je suis motivé et à l'aise avec le fait de déposer mon dossier en ligne? Ou est-ce que je viens sur place avec mon dossier physique? Est-ce que je suis à l'aise pour signer sans voir un appartement parce que je suis à l'autre bout du monde en électronique? Est-ce que voilà, c'est toutes ces petites choses au quotidien qui ont fait que nous, on a dû s'adapter à la demande du client. Parce qu'en réalité, nous, on a un client principal, c'est le bailleur. Et après, on a des petits clients, entre guillemets, partout, qui sont nos locataires. C'est des occupants, il ne faut pas qu'on les oublie, c'est eux qui payent les loyers. Et du coup, s'ils sont insatisfaits, ça va se ressentir dans le ranking Google, quoi. Donc, Ou dans le paiement du, ou dans le paiement du loyer, du ce qui est loyer. Et plus grave. donc dans la friction ou la relation qu'on peut avoir, nous, avec le propriétaire qui est si importante, en fait. Exactement. Et du coup, oui, les feedbacks des locataires, ça nous a permis d'améliorer, par exemple, nos processus de mise en loc. Chez Honor, vous voulez déposer votre dossier, il faut suivre un processus particulier, que vous mettiez les pièces essentielles que tout le monde demande en réalité, mais en ligne. Et que ensuite le conseiller, donc la personne qui reçoit vos dossiers, l'étudie, et ensuite seulement on peut envisager une visite physique sur place. Pourquoi on a fait ça? C'est un choix. C'est parce que on a souvent l'image de tous ces locataires avec leurs dossiers dans une cage d'escalier en train d'attendre pour visiter un appartement et tout. Ouais. Et en fait, nous on se disait, déjà nous on n'a pas de temps à perdre. Et je pense que en fait les locataires, eux non plus, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, si jamais ils nous envoient leurs dossiers qui sont présélectionnés et qui vont en visite et qu'il n'y en a que 3-4, déjà ils se disent ok, j'ai plus de chances d'avoir l'appart, ils ont étudié mon truc, c'est sérieux, et si jamais l'appart me plaît, je le prends. Donc, voilà, c'est pareil, c'est un des exemples. Et après, quand le locataire est dans l'appart, là, il y a tout un tas de sujets.
Euh, un qu'on a eu la semaine dernière, là, c'est j'ai ma tringle à rideau, elle est tombée. Le gars, il sait pas si c'est lui qui doit payer, si c'est le propriétaire, comment faire. Enfin, c'est un incident, quoi. Pour lui, c'est un incident. Et il y a deux types de locataires aussi. Il y a celui qui va savoir résoudre les problèmes par lui-même. Donc, il va remonter sur une chaise, il va refixer le truc et il va très bien s'en sortir. Et il y a celui qui va ne rien faire. Et du coup, il faut traiter les sujets. Je précise là-dessus, petite anecdote, on a des locataires qui nous appellent, qui nous harcèlent même parfois pour changer les ampoules. Oui, ça, Donc apprenez à changer les ampoules. ça arrive. Et du coup, il faut qu'on puisse traiter avec ces gens-là. Et en fait, par exemple, donc, dès qu'il y a un incident ou dès qu'il y a un sinistre, plutôt que la personne, on soit au téléphone, on lui dit alors qu'est-ce que vous voyez? Bah alors là, je vois le tuyau en train de fuir, mais ça goûte un peu, machin, on comprend rien. Mhm. En fait, sur son interface, il peut déposer les photos, il peut nous indiquer où se situe le problème. On peut avoir déjà un premier feedback pour savoir si c'est grave, s'il faut intervenir en urgence, s'il faut faire un devis en urgence, si on a besoin de l'accord du propriétaire, si on n'a pas besoin de l'accord du propriétaire, etc. etc. Donc, en fait, ouais, tout ça n'était pas en place à la genèse. Et c'est au fur et à mesure de l'opérationnel, du quotidien, qu'on a su mettre en place ces processus métiers, en réalité, pour fluidifier les process. Et on le fait toutes les semaines. Et toutes les semaines, on améliore certains leviers pour être plus efficace. Et en fait, ça ne cessera jamais. Parce qu'il n'y a pas un process parfait. Il y a que des process même imparfaits, mais qu'on essaye toujours d'améliorer. Non, mais ça me fait penser à une chose, on dévie un petit peu du sujet feedback locataire, mais c'est pas grave. Tu parlais des sinistres. C'est quand même un sujet très important dans la gestion locative et on y est confronté tous les jours justement pour améliorer le process, etc. Est-ce que tu veux peut-être donner un petit peu plus de détails sur notre façon de régler les sinistres? Tu en as parlé avec la photo qu'on peut uploader, les infos, etc. Mais concrètement, derrière, est-ce qu'il y a des choses qui sont automatisées? Comment se déplacent les artisans? Est-ce que c'est réglé rapidement? Est-ce que le propriétaire peut valider ou non? Évidemment, j'ai Mhm. les réponses, mais je te laisse nous raconter. Ouais. Du coup, le locataire déclare son sinistre sur l'interface Honor, dans 100% des cas. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc là, il dépose photo, date du sinistre, typologie du sinistre, etc. Nous, ça nous permet d'avoir déjà le degré d'urgence. Après, contrairement à une idée reçue, euh, le gestionnaire ne doit pas traiter tous les sinistres. Pourquoi? Parce que je rappelle juste qu'il y a des assurances qui existent. Et souvent, il faut faire jouer son assurance, quand c'est de la responsabilité du locataire, bien évidemment, pour résoudre un problème. Dans le cas où c'est de la responsabilité du bailleur, à ce moment-ci, nous, on intervient. Et là, en fait, le process est le suivant, c'est que nous, on reçoit cette information complète, et en fonction de la typologie du sinistre, on va envoyer l'information à l'artisan ou à l'entreprise travaux la plus compétente dans la zone de chalandise pour qu'elle puisse faire un premier devis. Ce devis, en fonction du montant, soit Honor le valide et on intervient directement, soit le propriétaire a une action de validation sur son interface sur ce fameux devis. Ensuite, il y a une mise en relation automatique qui est faite entre le locataire et l'artisan pour la prise de rendez-vous. L'intervention a lieu. L'artisan nous envoie sa facture, facture qu'on impute sur le compte du bailleur. Donc, grosso modo, quand c'est urgent et en deçà du seuil de sollicitation du bailleur, nous, on intervient directement et rapidement. Au-dessus, on sollicite l'accord du bailleur, qui est souvent très réactif parce qu'il nous répond dans la journée, parce qu'il sait très bien que c'est un problème pour son locataire. Et à ce moment-ci, nous, on fait exécuter l'intervention. Donc voilà, en gros, comment on procède. Il faut savoir que nous, on a internalisé tous nos processus. Et il y a des concurrents à nous ou des agences un peu plus tradies qui, eux, font appel à des prestataires pour faire tout ça. Et nous, on s'est dit qu'on ne voulait pas externaliser Cette brique. cette brique traitement des sinistres. Et d'ailleurs, on a tendance à tout faire maison. Et du coup, nous, on a fait le choix de traiter nous-mêmes ces sujets-là en interne. Concrètement, un propriétaire qui veut devenir client chez Honor, c'est très simple.
On a vraiment fluidifié et facilité le process. Premièrement, il se rend sur notre site internet et il fait ce qu'on appelle l'onboarding. Un onboarding chez nous, c'est 6 étapes dans lesquelles un propriétaire va renseigner différentes informations sur lui, sur son appartement, rien de très intrusif. À la suite de ces 6 étapes, automatiquement, il va recevoir notre mandat de gestion qui va pouvoir permettre de lancer notre mission. Et il va le recevoir par mail avec signature électronique. Donc tout ça, ça peut se faire dans une timeline de 10 minutes max. Suite à quoi, on programme différentes choses. Généralement, on récupère les clés. Ça, c'est un sujet logistique très important dans la gestion. Et on fait passer un photographe, on fait passer un diagnostiqueur, évidemment. Et une fois qu'on a photo-diagnostic, on publie l'annonce. Alors l'annonce, elle est publiée sur un peu plus de 30 plateformes en multicanal. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que nos gestionnaires sont chargés de traiter les dossiers candidats, d'en présélectionner certains et de programmer par la suite des visites. On fait des visites physiques. C'est-à-dire qu'on a quand même automatisé le process, on a réduit un petit peu le process pour ne pas se retrouver avec des centaines de candidats qui font la queue dans des cages d'escalier à attendre une visite, mais on fait des visites avec généralement 3, 4, voire 5 dossiers qui sont présélectionnés. Et une fois que le locataire a signé le bail, il y a un état des lieux qui est réalisé. Là, encore une fois, on a une application qui permet de faire les choses ultra facilement, mais de façon très carrée. Évidemment, c'est un sujet important. Et, une fois que l'état des lieux est réalisé, on entame la gestion classique avec ce locataire, c'est-à-dire perception des loyers, relation avec le propriétaire, avec le syndic, etc., etc. Donc on a des temps en fait de commercialisation qui sont très réduits. Généralement, on est 4 ou 5 fois plus rapide qu'une agence traditionnelle sur ces plans-là, grâce à notre process bien rodé. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un jeune qui pourrait nous écouter sur cet investissement, sur l'investissement immobilier? Ouais, c'est une bonne question. En fait, quand on est jeune, et ça a été mon cas, ça a été le tien, on se dit souvent c'est pas accessible. C'est trop cher, j'ai pas les moyens, je vais pas pouvoir y aller, j'ai pas d'argent. C'est vrai, c'est faux, en fait. Dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, quand tu es jeune, tu as deux types de stratégies immobilières possibles. Tu as la stratégie de l'acquisition de l'immobilier physique, type traditionnel. Et alors, pour un jeune, je vais prendre un jeune qui commence, tu vois, dans la vie professionnelle. Prendre le cas où il vit chez ses parents, il n'a pas de loyer, et il gagne 2000 euros par mois. On le sait tous, le taux d'endettement à pas dépasser, c'est 33%. En gros, il peut faire un crédit qui va lui coûter 700 euros par mois. Je pense là, jusque-là, tout le monde me suit. Et 700 euros par mois, on peut déjà acheter des trucs. On peut déjà s'acheter un studio, on peut déjà s'acheter de l'immobilier. Et cet actif-là que tu vas acheter quand tu es jeune, qu'est-ce que tu peux en faire après? Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un et là, il va se poser la question du déménagement. Mais tu as déjà un actif immobilier, conserve-le, tu le loues. Tu vas même pouvoir profiter peut-être du levier du remboursement déjà de ce crédit-là pour racheter autre chose derrière. En fait, la barrière de l'âge, c'est une bêtise de croire que c'est un problème. Comme dit Mbappé, tu parles pas d'âge. Faut focus sur ses atouts. Une banque, quand elle vous prête, quand elle fait un crédit, elle mise sur vous. Elle mise sur votre potentiel. Et si vous sortez d'école, que vous avez un CDI, que vous n'avez pas de loyer, que vous vivez chez vos parents et que vous voulez acheter de l'IMO, c'est possible en fait. Après, il y a un autre volet, peut-être très connu des jeunes maintenant, mais qui est en fait assez récent dans la vie de l'investissement immobilier. C'est ce qu'on appelle l'investissement immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, on peut commencer à partir de 10 euros. C'est quoi une distribution de loyer? Et c'est quoi une plus-value? Et c'est quoi... En fait, tu es déjà dans une logique d'investissement. Et ce que je dirais juste, c'est faites attention aux trucs qui sont trop beaux pour être vrais, quoi. Je vais pas me faire des amis. Quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont très connectés à TikTok, Instagram, tout un tas de choses comme ça. Vous voyez plein de gens qui vont vous dire devenez millionnaire, je suis devenu millionnaire, j'ai acheté 20 appartements en 2 ans. Ça n'existe pas, les gars. Ouais. D'accord? Alors, peut-être il y en a qui ont réussi, et franchement, respect, tant mieux et tout. 99,99% des gens, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Soyez prudents, faites attention aux choses qui sont trop belles pour être vraies, diversifiez, testez, et l'âge n'est pas une barrière. Il faut y aller. On peut faire un point un peu macro et un peu plus de spécifique sur la situation du marché de l'immobilier en ce moment. Ouais, très bien. C'est compliqué, mais c'est hyper intéressant. Moi, quand je suis arrivé dans le marché de l'immobilier, c'était après la crise des subprimes 2008-2009. On voit des similitudes, mais pas les mêmes effets.
Alors déjà, il y en a qui disent il va y avoir un crash et tout. Un crash, juste pour remettre les gens dans le contexte, c'est une chute violente d'un marché, action, immobilier ou quoi, et sur une période de temps très courte. Là, il ne se passe pas exactement la même chose. On voit qu'il y a un fléchissement, on va y revenir, et en fait, sur un temps long. Donc, c'est pas un crash, voilà, pour être très clair. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant des années, on s'est dit c'est normal d'emprunter à la banque à 1%, et du coup, c'était un peu la fête, quoi. Et hop, hausse des taux. Là, les gens ont dit oulala, perte du pouvoir d'achat, je peux plus emprunter. Sauf que ceux qui avaient acheté il y a quelques années à des taux de 1%, ils avaient acheté à des prix élevés. Et du coup, hyper compliqué maintenant pour eux de revendre leurs biens sur des valeurs de marché similaires. Donc en fait, on a des acheteurs qui n'ont plus le même pouvoir d'achat et on a des vendeurs qui veulent maintenir des prix élevés. Et du coup, on est dans une situation de blocage. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2023? Forte chute du nombre de transactions en France. Je crois qu'on va tabler autour des 700 000 transactions, plus ou moins. Là où on était à un peu plus de 1 million l'année d'avant. Donc, évidemment, ça pose des problèmes structurels sur les agences, etc. Et c'est un marché un peu attentiste, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que tout le monde se regarde en disant qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vais attendre que les taux baissent ou je vais attendre que les propriétaires baissent leurs prix. Et les propriétaires font un peu le même cheminement. Du coup, dans ce marché-là, il y a quand même des opportunités. Il faut les saisir. Ces opportunités, c'est quoi? On voit qu'il y a des réformes qui visent à la rénovation énergétique des bâtiments, ce genre de choses. Et il y a des propriétaires qui n'ont pas le choix de vendre pour des raisons de vie. J'ai besoin de vendre cet actif pour refinancer quelque chose d'autre. Je divorce. Il y a une succession. J'ai une passion énergétique que je ne peux pas rénover parce que je n'ai pas les moyens. Je vends. Et en fait, c'est là où il y a des opportunités sur le marché pour investir. Donc, si vous achetez aujourd'hui, vous risquez d'acheter à des prix assez élevés, parce qu'il n'y a pas encore une chute violente, comme je le disais, et à des taux élevés. Mais si vous êtes investisseur, il y a des super opportunités de marché. Nous, on travaille avec des sociétés spécialisées dans l'investissement locatif. On est au courant des projets en gros qu'ils ont en cours pour leurs clients et que ce soit dans des zones tendues comme l'Île-de-France ou moins tendues, il y a des opportunités pour les investisseurs. Et du coup, vision macro, vision micro, qu'est-ce qui va se passer selon moi? Là, il faut un peu mouiller parfois sa chemise. Ça va être compliqué sur un temps long, 2, 3, 4 ou 5 ans. Et du coup, là, il faut bien regarder les signaux. Et les signaux, ils sont législatifs, ils sont macroéconomiques, géopolitiques, pour se dire, là, il est intéressant que je rentre sur une opportunité pour l'acheter, ou hop, il faut que je sorte et il est le temps de vendre, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvais acheteurs ou de mauvais vendeurs. Il y a juste une offre et une demande qui est faite pour se rencontrer ou pas, quoi. Donc c'est un marché compliqué. Il faut bien faire attention aux signaux et même aux signaux faibles pour être certain de faire un bon placement. Justement, enfin, t'en parlais, mais je rebondis là-dessus. Tu parles de signaux et notamment la législation. Mm. On le voit aujourd'hui, la législation est un petit peu en train de changer. Enfin, tout ce qui est sur le Pinel, par exemple, est en train de disparaître. Enfin, t'as quel avis, toi, et là-dessus? Est-ce que tu vois des nouveaux dispositifs arriver ou
ou à contrario, un durcissement un petit peu des choses et donc à l'encontre des investisseurs? Bah là, on parle à un moment, on enregistre ce podcast et il y a eu des mouvements, enfin un gouvernement qui s'est renouvelé, qui a même eu du mal à se constituer à 100%. Il n'y avait pas de ministre du logement attitré, genre, Mhm. alors que le logement est en Ouais, c'est une crise. hérésie. Ouais. Euh, et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pour revenir à tes questions, le gouvernement, il est plus à on va serrer la ceinture et arrêter les carottes fiscales. On le voit, hein, ça commence à toucher au meublé, ça commence à toucher. Tiens, il lance des idées du style pourquoi on ne mettrait pas une taxe sur les loyers virtuels, même pour les résidences principales. Mhm. Euh, et en fait, on se rend compte que, punaise, on nous a enlevé la taxe d'habitation, c'est cool. Mais derrière, on va se faire, Ouais, c'est laminer par les les. vases communicants. Ouais, c'est quand même Mhm. super bizarre. Ouais. On voit Action Logement qui achète 30 000 logements des promoteurs parce qu'ils sont en train de mourir. On voit Nexity qui est en train de faire une réduction d'effectifs. On voit, on voit plein d'indicateurs qui sont mauvais. Donc, les avantages fiscaux de type Pinel, moi, j'étais pas un super pro Pinel. Parce que je pense il y en a des très bons, mais il y en a une très grande majorité qui sont très mauvais. Mhm. Et même dans ma propre famille, il y a eu des mauvais investissements de ce type-là, et après ils en ont récolté les pots cassés, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas attendre du côté législatif un grand mouvement, je ne crois pas. Et il faut prendre ses propres initiatives avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et si vous voulez faire un bon investissement, et que vous avez une capacité d'endettement, une capacité financière, le mieux aujourd'hui, c'est de privilégier les appartements à rénover, dans lesquels vous allez avoir une décote par rapport au prix du marché pour pouvoir pousser cette rénovation, et évidemment là où il y a une tension locative. Euh, Souvent, on fait le choix, on voit, j'ai déjà vu, moi je préfère donner mon avis, je ne suis pas du tout partisan de l'investissement en monopropriété sur des actifs un peu ruraux. Pourquoi? À cause de ces problématiques de relocation. Il ne faut pas oublier que le stress numéro un d'un bailleur, c'est quand il reçoit son courrier de congé de son locataire parce qu'il va falloir Mhm. le remplacer. Et si vous n'avez pas une tension locative suffisante, vous allez avoir de la vacance locative, et tu le disais tout à l'heure, à l'euro près, parfois ça peut se jouer. Mhm. Donc, moi, si j'étais un investisseur, je serais très attentif et vigilant, et je privilégierais les actifs sous-cotés ou à négocier avec des travaux et avec une plus-value latente potentielle intéressante dans le marché, dans un marché plutôt lointain. C'est-à-dire que sur la partie travaux et acheter des biens anciens, tu conseillerais même d'acheter des biens en F ou en G, Mm. qui sont vraiment entre guillemets, le canard boiteux de l'immobilier du Mm. moment, et Mm. donc pour les retaper. Et tu dis que ça a un coût et que ce coût-là, il peut être supporté quand même par des subventions peut-être de Mm. l'État ou ce genre de choses. Et c'est ce qui fera la force de l'investissement. Ouais, exactement. Ok. Donc l'idée, c'est d'acheter des actifs avec une mauvaise classe énergétique. Mm. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance, et d'aller chercher des gains d'étiquette énergétique pour se classer minimum en C, quoi. CD. Et alors, soit vous le faites vous-même et vous êtes un super spécialiste, et vous avez les bonnes infos, vous êtes capable d'analyser et de ne pas vous tromper, et du coup, faites-le. Soit vous faites accompagner. Et là, il y a des sociétés d'investissement locatif qui le font très bien, Mm. d'autres un peu moins, mais il y en a que nous qu'on connaît, avec qui on bosse et qui font ça super bien. Et à ce moment-ci, foncez avec eux. C'est toujours une histoire de feeling. Mais voilà, c'est cette typologie d'actifs-là, dans une zone plutôt tendue, avec une décote intéressante et une plus-value latente future qui sera également intéressante. En tout cas, chez Honor, on peut vous conseiller au mieux sur ces sujets d'investissement ou de réinvestissement, en vous mettant en relation soit avec nos équipes, soit avec nos partenaires qui sont ultra qualifiés et compétents pour vous accompagner au mieux.
On arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez été nombreux et que les questions ont été intéressantes pour vous, que ça vous a plu. On vous remercie du coup d'avoir suivi, on espère, l'entièreté de ce podcast. On espère vous retrouver prochainement avec des nouveautés, des invités et des nouveaux sujets à aborder. N'hésitez pas à liker et commenter directement ce podcast ou à poser vos questions qu'on reprendra dans les futurs enregistrements. Et on vous dit à très bientôt. Voilà, encore une fois, un grand merci à tous et on espère vous retrouver nombreux pour le prochain épisode.